Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous parlons ce soir du cancer du sein, le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme dans le monde. 2 millions de nouveaux cas auraient été dépistés en 2018. Sous certains cieux de nos jours, le taux de mortalité diminuerait d'année en année, dû en partie à l'amélioration des traitements et par un dépistage précoce et de plus en plus adapté au niveau de risque de chaque femme. Qu'en est-il sous nos cieux, puisque l'on a comme l'impression que le cancer, il ronge par ici de plus en plus et appelle à plus d'actions. Plus d'actions pour faire découvrir, toujours continuer par faire découvrir la maladie au plus grand nombre et aussi plus d'actions pour de meilleures nouvelles en ce qui concerne la prise en charge. J'ai pour vous ce soir un plateau assez riche, des femmes livrant un combat rude contre cette maladie-là. On va dire bonsoir à Madame Ouros Sama. Madame Ouros Sama, Amira Farhan, comment vous allez? Je vais bien. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Un grand plaisir de vous avoir. Vous êtes la secrétaire générale de l'association Femmes sans cancer. Peut-être votre micro, hein? Voilà. Vous êtes la secrétaire générale de l'association Femmes sans cancer, une association qui est née de l'histoire de femmes qui ont livré un combat contre la maladie, mais après ouverte à toute femme qui voudrait bien s'engager pour cette cause-là. Vous avez traversé ce cheminement du cancer. Rapidement, pour planter le décor, comment est-ce que vous avez découvert votre maladie? Merci Lys. Je vous en prie. Oui, allez-y, c'est à salut. Merci Lys et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis Madame Ouros Sama et j'ai découvert la maladie en 2016, en juillet 2016, après au moins 4 mammographies. Après 4 mammographies qui n'ont rien révélé. Qui n'ont rien révélé depuis 2007. Je l'ai fait en 2007. En 2009. On a juste un peu le micro. Voilà, mieux, oui, en 2011. Et la dernière fois, c'était en 2016. Chaque fois, c'est moi-même qui allais demander qu'on me le fasse parce que je sentais souvent un picotement dans mon sein gauche. Donc, en juillet 2016, finalement, on a trouvé que j'avais un cancer. Et comme vous le savez, c'était tout un problème, c'était tout un tas de problèmes. Et j'ai commencé le traitement. Bon, quand on m'a fait la biopsie, c'était une analyse pour voir si c'était effectivement un cancer. Quand on a trouvé que c'était un cancer, bon, même avant, quand ça a commencé par me faire mal, on m'avait demandé la mammographie. Quand je suis revenue chez le médecin, il m'a dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait faire une analyse qu'on appelait la biopsie. Oui. Tout à l'heure, j'ai compris que c'était sérieux. Et quand je suis retournée à la maison avec des conseils de mes parents par ici, des amis par là, franchement parlant, je me suis rendue chez un guérisseur. On aura le temps de rentrer dans tous les détails. Vous allez nous expliquer, partager avec nous le cheminement, les expériences que vous avez faites et qui n'ont pas forcément réussi. C'est pour édifier les uns les autres. On va en parler de long et en large. Merci. D'ouvrir votre cœur pour servir l'humanité ce soir au plateau. On va dire bonsoir à Bella. Comment vous allez? Ça va. Vous allez bien? Vous, votre image a circulé sur les réseaux il y a quelques mois. Un sein que l'on regarde difficilement. Et vous demandiez de la charité des uns des autres. Vous demandiez la solidarité pour pouvoir faire face à cette maladie que vous n'avez pas choisi d'avoir. Aujourd'hui, vous allez bien. Vous êtes rayonnante. Merci d'être là et de partager votre histoire également avec nous. Comment est-ce que vous avez découvert que votre sein était malade? Merci Elise, merci à tous les spectateurs du plateau. J'ai découvert la maladie en septembre 2017. Je dormais et j'ai senti une douleur à mes seins. Là, c'était un samedi nuit, dimanche. Le mardi, en même temps, j'ai trouvé que mon sein est enflé. Ah oui, de la douleur de samedi nuit, oui. Déjà, mardi, le sein était enflé. J'étais partie automatiquement chez les sages, c'est les sœurs. De là, ils ont touché le sein
Ils ont dit, bon, ce n'est pas un signe de cancer, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ah oui. Et ils m'ont prescrit un médicament. J'ai payé, j'ai utilisé. Après, ça ne va du tout pas. C'est de là, je suis partie voir un gynécologue. Là, quand lui, il a vu le sein, il m'a demandé de faire le mammographie. Et je suis partie faire le mammo. Et c'est à partir de là qu'on saura que vous êtes malade et que vous saurez que le traitement, il n'est pas très léger. Et puis voilà, on partagera votre histoire plus en profondeur également dans un instant. On va dire bonsoir à professeur Bello Mofo. Vous êtes chef division de la surveillance des maladies non transmissibles au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui de chiffres de cette maladie sous nos cieux? Effectivement. Bonsoir aux téléspectateurs. Nous avons des données qui nous viennent de l'Institut international de recherche sur le cancer qui disent qu'au Togo, en 2017, il y avait 4800 nouveaux cas de cancer. Attendez, ça dit nouveaux cas quoi? C'est pas tous les cas globalement. C'est 4800 nouveaux cas de cancer au Togo. Ce sont des données. Ok. Ce sont des estimations. Quand on parle d'estimation, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le tableau, que ça peut peut-être et sûrement être plus que ça. Au-delà de ces données-là. Mais je voudrais vous dire que au Togo, depuis 2017, août 2017, nous avons notre propre registre national de cancer et on travaille activement pour pouvoir entrer les données pour qu'on ait de vrais chiffres. Données de chez nous. Oui. On ne les a pas encore. On va les avoir. Okay, oui, bien sûr. C'est pas facile. Oui. La compilation des chiffres, les statistiques, c'est grand. Merci de partager le plateau et de nous dire comment vous surveillez la maladie, cette maladie en question. Et voilà. On a également Dr Solange Adani Ife, cancérologue. Merci d'être sur le plateau ce soir. Un grand plaisir. Vous êtes directrice de l'Institut national du cancer, nommé récemment par décret présidentiel. L'Institut qui est créé quand même il y a plusieurs mois, qui n'est pas encore fonctionnel, c'est ça? En quelque sorte. C'est ça. Bonsoir déjà. Oui. Et bonsoir téléspectateurs. Et effectivement, l'Institut national de cancérologie a été créé en octobre 2015 pour répondre... Ça fait quand même 4 ans, hein? Pour répondre en réalité aux besoins que constitue la prise en charge adéquate des cancers. Alors l'Institut est appelé à combler le vide que nous avons actuellement dans notre pays, compte tenu du fait que nous n'avons pas un centre spécialisé dans la prise en charge, aussi bien pour le diagnostic que le traitement de ces cancers. Donc l'Institut viendra pour fournir les soins qu'il faut aux patients en matière de traitement, et aussi bien curatif que palliatif, et dans l'accompagnement en fin de vie qui reste quand même important dans ce genre de pathologie. Et puis l'Institut appuiera le programme national de lutte contre le cancer et la division du Un programme qui n'existe pas encore, qui sera mis en place forcément. Voilà. Le programme existe depuis 2006. Le programme de lutte contre le cancer, c'est intégré dans les maladies non transmissibles. Dans le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Ok, d'accord. Donc l'Institut, avec le programme national de lutte contre le cancer, participera à une meilleure lutte pour la prévention primaire et pour le dépistage. Ça, c'est dans les projections. Ça, c'est dans les projections. On va parler de ce qu'on a aujourd'hui sous la main. Et on dit bonsoir à M. Stéphane Ahuti. Merci d'être avec nous. Depuis 10 ans, vous portez avec les autorités nationales au niveau de la société civile Octobre Rose au Togo. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a de l'évolution dans cette lutte-là? Qu'est-ce que vous y constatez? Merci beaucoup et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous, avec d'éminents professeurs, docteurs et les combattantes comme je les appelle. C'est un plaisir. Oui, je peux dire que oui. Oui, parce qu'on a fait un chemin avec beaucoup de passion, mais ce n'était pas facile. Au départ, parler de l'Octobre Rose, les gens se demandaient c'est quoi l'Octobre Rose.
Aujourd'hui, tout le monde sait à peu près qu'on appelle quelque chose Octobre Rose. Mais ce n'est pas l'essentiel, l'Octobre Rose, mais c'est quoi concrètement l'Octobre Rose? Aujourd'hui, les femmes savent que pendant l'Octobre Rose, nous devons aller se faire dépister. Pas que pendant Octobre Rose, mais on rappelle, on le rappelle toujours les... Justement, mais messages. Pendant l'Octobre Rose, il y a plus d'engouement. Oui. Mais après le dépistage précoce, le chemin est encore long. Et je pense que si on va revenir sur ça, il faut en débattre profondément pour parler du traitement, parler de l'accompagnement. C'est très important. Il ne faut pas laisser les femmes qui se font dépister au banc de touche. On va en parler, Merci d'être sur le plateau. Et on retourne partager dans l'expérience des femmes. Madame Orosama, par exemple, docteur, elle dit que depuis 15 ans, elle sentait un picotement, alors des picotements dans son sein. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Elle n'a pas croisé les bras, elle est souvent allée se faire consulter. Et à chaque fois, à tous les coups, on l'a rassurée que tout va bien, qu'il n'y a rien, qu'elle a fait 4 mammographies, c'est ça? Tout va bien, ça va, il n'y a rien. Jusqu'à ce soir, elle a consulté un gynéco une semaine avant même le déclenchement effectif de la maladie. Ça s'explique comment? Ça s'explique simplement par le fait que le processus de la cancérogénèse est un processus qui est long et qui est lent. Votre cancer ne naît pas du jour au lendemain. Il naît et il vit, il se développe pendant plusieurs années en fait. Vous pouvez diagnostiquer un cancer aujourd'hui, mais l'oncogenèse, le processus a commencé. Oncogenèse, ça dit que le début du cancer. La naissance de la maladie a commencé il y a peut-être 15 ou 20 ans. Ok. Et on ne peut pas savoir, on ne peut pas dépister ça en ce moment-là, il n'y a rien à faire? Souvent, il faut que la maladie atteigne un certain stade. Pour se faire voir. Justement, pour s'exprimer, pour qu'on puisse diagnostiquer la maladie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les femmes doivent rester très attentives. Et je félicite Madame Ouro qui n'a pas baissé les bras malgré ces 4 mammographies qui étaient restées normales et qui a poursuivi sa quête parce qu'elle ressentait des symptômes cliniques. Parfois, il y a les symptômes cliniques qui sont précurseurs avant qu'il n'y ait des manifestations qui permettent aux médecins de faire le diagnostic de la maladie. Donc, s'écouter, écouter son corps. Quand vous parlez de picotement, je ne sais pas, peut-être que ça ne s'explique pas et que ça se vit, mais c'était quoi concrètement ce petit truc qui vous faisait aller consulter régulièrement? Peut-être qu'il y a des femmes qui ressentent la même chose, mais tant que ça ne fait pas mal, comme une plaie, on ne se bouge pas. C'était quoi? C'est comment ces picotements dont vous parlez? Merci Lys. Comme je venais de le dire, c'était juste de petits picotements qui venaient de temps en temps. C'était pas aussi régulier que ça, mais bon, j'essaie quand même d'écouter un peu mon corps. Certaines fois, quand je suis là, je sens quand même quelque chose qui ne va pas. Mais c'était pas aussi douloureux que ça. Alors, c'était en quelle année? C'est pour voir si le message autour de la maladie avait déjà commencé. Je l'ai fait la première fois en 2007. 2007. Oui. 2007. À Kara. Oui, Octobre Rose n'était pas encore chaud au Togo, non? Non, on n'a pas démarré encore. Comme je le disais, la première fois, je l'ai fait à Kara. Et en 2010, j'ai été affectée à Lomé. Quand je suis arrivée en même temps, je me suis dit, peut-être que, excusez-moi, peut-être que c'était pas bien fait. Peut-être que la machine à Lomé travaille. Je suis revenue à Lomé. La première des choses que j'ai faites, c'était une nouvelle mammographie. Là, j'ai demandé voir un gynécologue. Il me dit, mais pourquoi je voulais le faire? J'ai dit, non, j'ai eu à le faire à Kara, mais je voudrais encore le faire. Il m'a demandé de ramener les anciens résultats. J'ai amené, il n'y avait rien. Il m'a dit non, que ça doit être certains troubles chez les femmes. J'ai dit non, il faut quand même que je le fasse. Je l'ai refait, il n'y avait rien. La troisième fois, je suis encore allée là. Bon, il dit comme j'insiste, il m'a encore demandé, j'ai fait. Mais là, en ce moment-là, mon sein commençait pas à me faire un peu mal. Il y avait une lourdeur. Au niveau du sein en question. Fois. Ok. La 4e fois. Et là, il m'avait prescrit un produit que j'ai pris sur 3 mois par rapport au cycle mensuel. C'est un produit qui s'appelle Luténil, si je me rappelle bien. Bon, quand j'ai pris les 3 boîtes, ça allait bien. Ok. Oui, jusqu'à ce que, en 2012, je suis tombée enceinte, j'ai fait un enfant que j'ai allaité normalement. C'est après qu'il a fini j'ai fini de l'allaiter. En 2016,
Je sentais encore ces picotements et je suis retournée. Maintenant, on me dit que c'est un cancer. Comment est-ce qu'on vous l'a découvert? Les picotements étaient devenus plus prononcés pour vous envoyer à l'hôpital? Oui, à la dernière mammo, non seulement le picotement, mais le sein devenait un peu plus lourd. Il devenait plus lourd que l'autre. Voilà, et donc c'est un peu douloureux. Oui. C'était un peu douloureux. Et je suis allée voir le gynécologue. Là, il a dit qu'il y a un problème. Il m'a demandé d'aller faire une mammographie. Bon, après la mammo, il m'a conseillé, c'est un gynécologue, mais il m'a dit que tel qu'il voit la chose lui-même, il ne peut pas me prendre en charge, qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'y connaissent en la matière. C'est ça, des cancérologues. Alors que le radiologue qui m'avait fait la radio, la mammographie, m'avait dit que mon gynécologue pouvait m'aider. Non, juste de l'autre côté, il sait qu'il y a des spécialistes. Il a commencé par pleurer, je lui disais, mais on m'a dit que tu pouvais me le faire, il m'a dit oui. À l'époque, il essayait, mais lui, il n'était pas spécialiste. Oui. Et c'est comme ça qu'il m'a transféré à un spécialiste. C'est cela. Aujourd'hui, combien de cancérologues est-ce qu'on a au Togo, Dr Adani? Pas beaucoup. Bon, ça ne me répond pas à ma question, mais bon. Pas beaucoup, ça fait combien? 2, 3, 4, non? En matière d'oncologie médicale, je suis seule. Ah, vous êtes la seule. C'est comme 6600 km², pour le moment. Donc voilà, le message est passé aux élèves en fac, aux étudiants en fac de médecine et aux autres médecins de se spécialiser parce qu'on en a besoin. Donc pour des interventions, il faudra que vous alliez jusqu'au nord du pays, vous descendiez. C'est pas facile, il ne faut pas dire que je vous envie. Et là, pas du tout. Alors c'est un cas, est-ce que c'est son cas, cela arrive comme ça souvent? Qui est des femmes, parce que là, dans la préparation de l'émission, et puis dans tout le monde sait, paix à son âme, la chanteuse Akofa Julie, et il paraît qu'elle allait souvent à l'hôpital également. Quand elle sentait le malaise dans son sein, elle allait demander au médecin, faites-moi la mammo. On lui faisait la mammo, on la rassurait qu'il n'y avait rien, Mais jusqu'à ce que la maladie soit décelée, à une étape, voilà, il n'y avait plus de retour. Elle en est morte. Ça craint quand même, si ça doit se passer des fois comme ça. Effectivement, ça craint. Mais en général, on arrive quand même à faire le diagnostic à un stade précoce. Il faut dire qu'il ne faut pas forcément attendre d'avoir tous les symptômes réunis pour déjà aller à l'hôpital et pour penser à ce diagnostic-là. Parce que le parcours de soins du malade actuellement en matière de cancer est biaisé. Il y a d'abord le retard de consultation qui est lié au fait que les malades n'y pensent pas forcément, qu'ils prennent leur temps et tout. Et puis il y a aussi le retard diagnostique qui fait comme dans leur cas. Oui, qui fait que parfois on ne tombe pas forcément sur la bonne personne, qu'on ne demande pas forcément d'emblée les bons examens, et ce qui retarde la démarche et tout le processus pour le diagnostic. C'est ça, c'est cela. Alors Madame Bella, vous autres, combien de temps ça? Est-ce que vous sentiez aussi des signes comme ça? Ou alors c'est juste le soir là, pour vous, ça s'est déclenché et puis c'était fulgurant tout d'un coup? Oui. Est-ce que vous palpiez souvent votre sein? Est-ce que vous vous écoutiez souvent déjà vous? Oui, merci. Je palpais souvent mes seins. Avant la maladie? Oui. Est-ce que vous vous écoutiez? Parce que quand moi j'avais donné ma première fille, on nous a montré ça à l'hôpital. Les sages-femmes, elles le font super bien. Je faisais ça, mais je ne Vous faisiez ça? Oui. Est-ce que vous faisiez ça bien? Oui, on nous a bien montré ça, de séparer le sein en 4 parties et de bien écouter sur ça. Je faisais ça, mais je n'ai rien su. Je n'ai même pas senti, même un petit grain, je n'ai même pas senti. Jusqu'à ce que ça se déclenche. C'est la nuit là seulement que j'ai senti, même c'est pas sur le sein, mais c'est sur les selles que j'ai senti la douleur. Et le lendemain, en même temps, j'ai senti que le sein enflé. C'est venu comme ça. Et quand on l'a découvert, le nodule avec quelle taille? Quand j'ai fait... J'ai oublié, sinon on m'a dit c'est bon, c'est déjà... C'était assez grand? Oui, c'est déjà assez grand. Votre traitement, votre opération ne fait même pas encore 1 an? Non, ça n'a même pas. Vous me parlez d'une affaire de 2017. Oui. Et professeur Bello, voici son cas. Elle,
Madame Moreau Samon, moi, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais elle, par contre, rien, zéro. Et puis le jour-là, fiat. Je pense que la matière de cancérologie, c'est très complexe. Dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de manifestation locale. La cellule, c'est un élément microscopique, c'est ce qu'on voit au microscope. Elle est active, on ne peut pas la localiser par les radios, l'échographie et autres, mais elle se manifeste en sécrétant des substances qui vont aller toucher certaines cellules ou bien certains tissus à distance. Dans ma spécialité en neurologie, le malade, il vient, il a des crampes ou bien il a des fourmillements aux membres. Ah oui, c'est le cancer en développement qui crée tout ça? Oui, qui peut créer tout ça. Et il vient, on l'examine, on demande certains examens, il y a des perturbations parfois sur certains examens, et c'est en ce moment qu'on cherche à savoir pourquoi il y a ces manifestations-là. Si c'est une femme, on va demander la mammographie, parfois on va aller faire des frottis au niveau du col de l'utérus et on tombe, si on a la chance, on peut tomber sur la cellule cancéreuse qui est petite ou bien qui est grosse, mais qui localement ne se manifeste pas. Alors, est-ce que, permettez, professeur, un petit instant, est-ce que vous, en rétrospective, est-ce que vous aviez d'autres bobos que vous liez pas? Quand le professeur a parlé maintenant des crampes, j'ai ça souvent. Souvent dans la nuit. Vous aviez des crampes? Des crampes. Souvent. Souvent, j'ai des crampes. Bon, en même temps, faut pas alarmer les gens que les crampes, tous les hôpitaux soient pleins parce qu'on a des crampes. Oui, non. Parfois, c'est d'autres signes. Les personnes maigrissent. Et là, on va chercher. On peut trouver. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on a un mal et qu'on va à l'hôpital, c'est une prise en charge holistique qu'il faut faire. Ah oui, bien sûr. Global. Je dis simplement que j'ai une crampe et puis vous me demandez la mammographie, je vais vous regarder bizarre, que bon, ma jambe et puis mes seins, voilà, alors qu'on ne sait pas. Les patientes arrivent, ont autre chose. Et puis vous faites le bulletin, demande de mammographie. Et puis vous savez ce qu'on dit? Et puis on dit, ouais, vous êtes là. On a des premiers même avant dans les merci. C'est ça. On se dit des trucs comme ça. On ne peut pas ressortir de chez vous sans que vous nous déplumiez, vous nous plumiez, je veux le dire. Alors que ce n'est pas vrai. D'où l'intérêt d'aller en consultation, même quand on n'est pas malade, pour se faire examiner par un médecin, se faire demander certains examens qui peuvent vous orienter vers les maladies. Purée, quoi. Bon. Ça me perturbe. C'est complexe. Parce que là, ça ne doit pas perturber, mais j'avais dit tantôt que c'était complexe. Oui, c'est complètement complexe. Monsieur Awiti, vous allez à la rencontre des femmes, vous les accompagnez. Depuis que le message, il passe et qu'on invite les femmes à aller se faire dépister, est-ce qu'il y a encore des cas où elle a été à l'hôpital, elle n'a pas traîné quand ça s'est déclenché? Des cas où on voit des seins, on a vu un sein tantôt à l'écran, toutes nos excuses pour la dureté de l'image. Pour les âmes sensibles, ça va être compliqué, mais des fois, il faut montrer pour faire comprendre que ça existe, que ce ne sont pas des vues de l'esprit simplement. Est-ce qu'il y a des femmes qui traînent encore avec ces mots avant d'aller se faire consulter? Malheureusement, oui. Vous m'avez répondu oui? Oui. Ok. Parce que la vie, c'est un choix. On ne peut pas sauver toutes les femmes. Si elles veulent qu'on les sauve, on va les sauver. Parce que le premier pas, c'est que la femme même doit écouter son corps, doit prendre cette décision d'aller vers les spécialistes que nous appelons les gynécologues. Ou les cancérologues. Au moins une fois là, on le dit toujours. C'est très important. Je ne suis pas malade et puis je vais à l'hôpital, c'est ça? Une fois là. Ok. Si c'est fait, je pense qu'on peut anticiper sur beaucoup de choses. Ça, c'est au premier abord. Maintenant, de votre question, ces femmes qui arrivent encore avec des stades avancés, c'est un grand débat. C'est un grand débat parce que si je prends le premier cas de ces femmes,
peut-être qu'elle reste toujours dans l'ignorance parce que notre information, notre sensibilisation n'a pas encore touché le plus profond du Togo. Bon, on se limite à un niveau donné. On va faire une parenthèse, professeur. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un coin du Togo où on ne connaît pas le cancer du sein, où on ne sait pas qu'il y a une maladie comme ça? Le système de santé national est organisé de façon pyramidale, où nous avons aujourd'hui des agents de santé communautaires qui sont formés ou informés et qui ont des messages dans les langues locales, voilà, pour pouvoir toucher et qui vont vers les populations, les sensibiliser et par rapport à ces maladies. Donc on ne peut pas dire que le coin le plus reculé du Togo n'a pas l'information. C'est ce que nous faisons tous les jours. Alors, donc c'est peut-être un choix. Et nous avons des points focaux des maladies non transmissibles dans toutes les régions, dans les districts, dans les ministères, et donc qui ont les informations. Et qu'ils passent ce message-là. Oui. Voilà, et qu'ils passent ce message. Donc peut-être, bon, tous les points sont couverts, informés. Et que ce soit les femmes qui choisissent de traîner. Si tous les coins du Togo sont bien outillés par ces informations, ça ne peut que nous réjouir. Maintenant, parce que la plupart de ces femmes qui viennent encore de l'intérieur du pays, stade avancé, qui viennent à l'hôpital avant de savoir qu'on appelle quelque chose cancer, là, ça nous interpelle tous. Il y a encore quelque chose qui n'a pas encore bougé dans ces coins-là. Dans certains coins. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est fait. C'est pas que je balance d'une seule main ce que le professeur dit, non. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déjà faits. Mais comme disait nous-mêmes, on a des projets avec d'autres partenaires. On peut mieux faire toujours. On doit toujours renforcer. Alors, parlant de ces femmes, ces cas, c'est ce que je dis, il y a d'autres femmes qui découvrent quelque chose, mais ont une fois entendu parler de ce cancer. Elles ont peur. Elles ont peur. Aujourd'hui, c'est de ça que nous parlons. Il faut démystifier ce cancer. Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans le sein qui est cancer. Justement. Justement. 8 nodules sur 10 est bénigne. Ça veut dire que quand on a des boules dans le sein, sur 10 boules que différentes femmes ont dans le cas, il y a 8 qui ne sont pas forcément du cancer, mais des abcès et autres. Oui, et la plupart, quand on prend 10 femmes, c'est 9 femmes qui vont vers les spécialistes pour dire qu'il y a quelque chose et on voit que c'est un cancer. Donc il faut que la femme aujourd'hui s'approprie de ces outils d'information, se familiarise avec ce dépistage précoce dont nous parlons. C'est très important. Maintenant, il y a un autre cas, c'est des femmes qui ont trouvé ces anomalies, c'est-à-dire ce cancer, sachant que c'est quelque chose de grave, mais se disent que nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens pour pouvoir aller, parce que ayant entendu parler que c'est des millions. Ouais, que c'est cher. Il faut dépenser. Lourd. Voilà. Et parmi ces femmes, il y a une partie de vulnérabilité à qui les thérapeutes proposent des trucs vraiment, vraiment. On ne peut plus croire que c'est ça qu'on guérit. Peut-être des traitements qui aggravent les cas, qui précipitent même la fulgurance de la maladie. Parce que là, moi, je dis que c'est des crimes. C'est des gens... Allez, sur cet aspect, je vais revenir à Mme Mouro-Sama. Quand vous avez découvert on a découvert le nodule dans le sein. Je voulais revenir par rapport à ce que monsieur avait dit. Oui, j'allais dire que vous avez fait quand même un bref séjour chez un tradithérapeute pensant que la prise en charge aurait pu être effective. Oui. Donc, par rapport à ce qu'il venait de dire, avant cela, je vais parler d'abord du fait que même dans tous les coins du Togo, les gens savent qu'il y a quelque chose qu'on appelle le cancer. Mais la peur de la maladie, les fausses informations autour de cette maladie-là, fait que ces femmes ne veulent pas, elles ne veulent pas en parler. Elles ne veulent pas qu'on leur dise que c'est ça. Voilà l'un des objectifs de notre association Femmes sans cancer, c'est surtout briser le silence autour de cette maladie-là. Le cancer du sein est une maladie d'abord sournoise. La plupart du temps, elle ne fait pas mal au début. Donc, elle est d'abord sournoise. Ajoutée au silence des femmes. Excusez-moi, nous sommes au Togo, nous sommes en Afrique. C'est comme si c'est une maladie de la honte.
ou bien c'est une maladie, c'est une punition de Dieu. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour l'avoir? Quand elle va apprendre que j'ai un cancer, est-ce qu'il ne va pas penser que c'est parce que ma grand-maman était sorcière? Bon, il y a toutes de choses autour de cette maladie. Dire aujourd'hui que les gens ne savent pas qu'il y a le cancer, je ne crois pas. Mais c'est la peur. Il y a certaines qui savent bien que c'est un cancer, il faut aller à l'hôpital, faute de moyens, comme il venait de le dire. Elles n'y vont pas. Il y a d'autres qui ne veulent même pas en parler. Il y a même des familles qui cachent les malades dans leur chambre. On ne veut même pas dire aux voisins que c'est du cancer qu'elles souffrent. Et c'est quoi le projet quand on cache? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là où nous sommes. Parce que les gens ne veulent pas dire ce qu'ils ont exactement pour qu'on puisse les prendre en charge. Donc la personne a même... Et puis, bon, le dépistage aussi fait peur aux gens. Pour tout le monde, même si je suis dépistée, le cancer égale la mort. Quand on parle de cancer, excusez-moi, moi-même avant, quand on dit cancer, je vois en même temps la mort, quel que soit le cancer. Oui. Voilà. Alors que vous donc, voici bien traitée, bien portante aujourd'hui. Oui, moi je rends grâce à Allah. Bon, je me suis vite réveillée. Est-ce que je me suis vite réveillée? Peut-être que je suis tombée sur la bonne personne, comme venait de le dire Madame l'oncologue. Ou bien le diagnostic a été bien posé en ce moment-là, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, pour les croyants, disons que c'est peut-être la grâce divine également. Oui. C'est un peu un cocktail de tout ça. Disons, c'est tout un ensemble. Voilà, que vous êtes en bonne santé aujourd'hui. Oui, comme je l'ai dit, c'est tout un ensemble. Donc, comme M. Awiti venait de le dire, je dis encore que le problème, c'est de briser le silence autour de cette maladie. Surtout le silence. Le silence, on ne peut le briser que quand on a des gens comme vous qui témoignaient, qui rassuraient les autres femmes que oui, on peut en guérir, on n'en meurt pas. Cancer, dans le dictionnaire, c'est pas égal à la mort. Ce n'est égal à la mort que si on se tait là-dessus, si on ne pose aucune action là-dessus. Et puis des fois, ça peut aboutir à la mort si vous passez un long séjour chez le tradithérapeute, le charlatan qui vous trompe. Vous avez fait ça. Heureusement que vous avez été sauvé. Je vous vends en direct. Je l'ai fait. Vous avez passé quoi? Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Vous êtes passé par les hôpitaux, par des médecins, par des professionnels de la santé qui vous ont dépisté. On dit, voilà, c'est une boule, c'est le cancer. Bon. Et vous sortez du système médical et vous vous confiez à un charlatan. Comme je venais tantôt de le dire, moi, je sais que le cancer, je savais quand même que le cancer, ça tue, il fallait quand même faire quelque chose. Je n'ai pas caché la maladie, j'en parlais aux gens. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, par rapport aux mauvaises informations, que le cancer ne se traitait pas à l'hôpital. Il faut un thérapeute et les gens vont commencer par vous donner la liste des thérapeutes. Eux ne voulant pas mourir, monsieur le professeur, je me suis précipitée. Elle se justifie déjà. Je me suis précipitée vers un guérisseur. Bon, je suis allée là parce qu'il y a des gens qui ont témoigné, qu'il a guéri leur cancer. Mais là, je veux sur ce plateau dire aux gens qu'il y a beaucoup de maladies du sein que les tradithérapeutes peuvent peut-être guérir, mais non le cancer. Lorsqu'on dépiste un cancer, je ne crois pas qu'un tradithérapeute puisse le faire. Donc, comme je voulais... Alors, qu'est-ce qu'il vous a fait pendant votre séjour? J'ai fait 3 jours chez les guérisseurs. Malheureusement. Mon médecin traitant va le découvrir aujourd'hui parce que je ne lui ai jamais dit ça. J'ai fui. Quand je suis revenue, il me demande, Madame, tu étais où? Elle a menti qu'elle était en mission. J'étais en mission. C'est ça. Parce que si je lui disais que je suis allée de l'autre côté, ça ne serait pas facile. Dans les 3 jours que moi j'ai fait là-bas, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'amélioration. Qu'est-ce qu'il vous faisait? Qu'est-ce qu'il vous proposait? Il me donnait des tisanes que je buvais et une poudre qu'il écrasait que je mettais sur le sein. Bon, il est vrai, quand je mettais la poudre, je sentais... La douleur baissée? La douleur baissait, surtout la température, parce que quand ça commençait pas à s'échauffer, ça allait mieux, mais c'était pas ça. Là, je lui ai dit que... Bon, le lendemain matin, il me demande, Madame, ça va? Je dis non. Il dit, mais comment? Quelqu'un t'était au moins... J'ai dit non, ça ne va pas. Si ça ne va pas, je dis quoi? C'est comme ça, je suis partie. Et le lendemain, je suis allée voir mon médecin et ça a commencé. Madame Bella, vous autres, vous n'avez pas fait l'expérience d'être tradithérapeute, non? Bon. Si on vous avait parlé de quelqu'un qui était super bien, qui guérissait, vous auriez fait aussi? Moi, d'habitude, de mon habitude, j'aime pas l'habitude d'aller faire des trucs comme ça. Quand on est en situation, des fois, c'est pas fou, hein. Docteur, des fois, c'est en désespoir de cause qu'on se dit, celui qui peut me guérir, tant qu'à faire, on expérimente, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps,
la prise en charge des cancers de façon globale dans notre pays n'était pas vraiment bien schématisée. Voilà, on ne savait pas chez qui aller précisément. Voilà. Exactement. Et il faut dire aussi que les traitements n'étaient pas tout à fait disponibles. Et l'accessibilité était compliquée. Et donc, du coup, les gens se cherchaient dans tous les sens. Ça a laissé la place aux tradithérapeutes de pouvoir faire leur marché et tout. Donc, depuis quelques années, avec l'arrivée des spécialistes, de quelques spécialistes, on a plus ou moins bien schématisé les choses. Avant même, les confrères médecins eux-mêmes, ils étaient désemparés. Parfois, vous faites le diagnostic du cancer et après vous dites, maintenant, je fais quoi? Je fais comment? Voilà, conduite à tenir, zéro. Exactement. Voilà. Bon, maintenant, au moins, ils savent que si je fais le diagnostic, j'ai la possibilité de l'envoyer pour une prise en charge spécifique. Ça fait qu'on y pense un peu plus. Dès qu'on voit les premiers signes, les signes précurseurs, on se dit, ah tiens, c'est peut-être cette maladie. Je l'envoie chez celui qui est plus pointu. Voilà. Et donc, ça a permis quand même de faire un boom dans l'amélioration de la prise en charge. Super. Donc, avant, c'est vrai, il y avait le parcours chez les tradithérapeutes. Beaucoup de patients ont dû expérimenter ces tradithérapeutes, mais de plus en plus, maintenant, les gens ont compris qu'on peut soigner le cancer et qu'on peut venir dans le système médical et trouver une satisfaction comme Madame Oro et puis donc Madame là, vous voyez peut-être que c'est le contexte qui vous a favorisé. Sinon, ça aurait été à une autre époque, vous auriez peut-être pu expérimenter cela. Alors vous, de la découverte de la maladie à l'opération, ça a pris combien de temps? 2 ans. Ça a pris 2 ans de la découverte. Et entre-temps, vous faisiez quoi? C'était des médicaments? Qu'est-ce que vous faisiez? Non, quand j'ai découvert la maladie, quand j'étais partie voir le gynécologue, ils m'ont demandé la mammographie, je l'ai fait. Après la mammographie, ils m'ont fait le biopsie. C'est après le biopsie maintenant. La biopsie, c'est en sortir la boule pour qu'on voit si c'est quoi? Non, en fait, c'est quoi la biopsie? Ce que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a pas un cancer des seins. Il y en a des milliers. Il y a plusieurs types de cancers. De seins? De seins. Et d'ailleurs, dans tous les organes, il peut naître un cancer. Et dans chaque organe, il peut naître plusieurs types de cancers. Purée. Et donc, c'est tout l'intérêt d'avoir une biopsie. La biopsie, ça consiste à aller faire un prélèvement sur la zone malade et à aller l'analyser au microscope. Pour voir quel type précisément de cancer c'est, pour savoir quel traitement appliquer. Super. Donc, vous avez fait la biopsie et puis... C'est après la biopsie, on m'a demandé de faire le chimio. Donc, la chimio, on fait ça ici? Oui. La chimio se fait ici, c'est-à-dire c'est le traitement par les médicaments. Après les chimios, j'ai fait l'opération. Vous avez fait l'opération? Oui, j'ai fait l'opération le 20 novembre 2018. 18, oui. 20 novembre, là, bientôt un an. Bientôt un an. Et là, vous allez bien? Oui, Dieu merci. Je vais à merveille. Vous allez bien? Oui, je vais bien à merveille. Super. Je remercie Dieu chaque matin. C'est ça. La vie est belle. La vie est très belle. Madame Osama, vous, de la découverte, le jour là, jusqu'à l'opération, ça vous a pris combien de temps? Merci Lys. Moi, depuis la découverte de la maladie jusqu'à l'opération, ça m'a fait 7 mois. 7 mois. Au total, oui. C'est ça. Et en passant par la chimiothérapie, bien sûr. Dans les traitements par les médicaments et puis l'opération. Est-ce que vous pouvez évaluer ce que ça vous a coûté, au-delà de la douleur qu'on ne peut pas quantifier, en termes d'argent, d'investissement? Ça vous a coûté combien? Je ne peux pas le dire. Mais au commencement, le professeur m'avait dit je vais utiliser 2 millions. 2 millions. Ok, d'accord. Mais je n'en ai pas, j'avais pas ça. C'est ça qui m'a fait que j'ai fait par-ci, j'ai fait une vidéo pour lancer, pour que les gens m'aident. C'est cela. Alors, finalement, je pense que j'ai utilisé plus que ça. Plus que 2 millions. Parce que la chimio, une séance, ça coûte dans les 500 000. Parce que une séance. Combien? 500 000. Près de 500 000. Oui, parce que il y a le médicament que je paie à 413 000 francs. Après les sérums. Et puis il paraît qu'il faut faire des analyses toujours à chaque chimio. Après chaque chimio, tu fais analyse aussi. Donc, et il faut faire ça à quelle fréquence? Vous avez fait combien de chimio déjà? 4 séances. 4 séances. Et à quelle fréquence? 3 semaines après. 21 jours. Oui. Et il paraît qu'il ne faut pas louper une séance, sinon tu recommences à zéro. Tu recommences à zéro. C'est ça? En quelque sorte. Non, en réalité, c'est que lorsqu'on ne respecte pas les intercures, l'intervalle entre 2 cycles, on diminue ses chances de vaincre la maladie.
parce que ça permet aux cellules de pouvoir revenir. Reprendre de la force. Et, voilà. Et ça gâche le traitement en fait. C'est pour ça qu'il faut respecter les interprètes. Madame a dit tout à l'heure que la chimiothérapie lui a coûté par séance 500 000. Près de 500 000. Je voudrais quand même rassurer nos téléspectatrices que toutes les chimiothérapies ne coûtent pas 500 000. C'est fonction de cancer. Exactement. Il y a plusieurs types de protocoles, plusieurs molécules de chimiothérapie qu'on utilise dans le cancer. Alors la fourchette c'est quoi? Entre ça et ça, on ne peut pas estimer. Vous pouvez avoir une chimiothérapie qui coûte moins de 100 000. Il y a des chimiothérapies. Oui, ça dépend de la maladie que vous savez, ça dépend de votre type de cancer que vous ne choisissez pas. Voilà, ça dépend de votre type de cancer et ça dépend aussi de votre morphologie. Parce qu'en réalité, les doses, c'est selon votre poids et votre taille. En plus, je suis fine, moins je dépense. Voilà. Ah, vive le régime mincissant alors. Allez, mesdames, on perd du poids. Oui. Après le premier chimio, j'avais fait une crise. Je suis encore hospitalisée. Oui. Il paraît que c'est lourd à supporter. J'ai fait 5 ou 6 jours à l'hôpital avant de tout ça. Et donc, vous, quand on vous a dit que globalement, vous pourriez dépenser 2 millions, je présume que vous avez vu plein d'oiseaux sur votre tête parce que vous n'aviez pas 2 millions. Oui. Parce qu'aujourd'hui, sous nos cieux, le traitement incombe aux malades. Professeur. Merci. Je voudrais d'abord rebondir sur le témoignage de Mme Orosama et Mme Bella par rapport au circuit de prise en charge. Le fait qu'elle soit allée chez le tradithérapeute. Ce sont de braves personnes, les tradithérapeutes, qui travaillent depuis des années. Ces tradithérapeutes, il faudra qu'on élabore un cadre collaboratif avec eux. La médecine moderne? Oui, avec eux, parce qu'ils reçoivent ces malades-là, qu'on les forme pour qu'ils orientent les malades qu'ils reçoivent et qui ne relèvent pas de leurs compétences dans le secteur formel de la médecine. C'est dans ce cadre qu'au ministère de la Santé, il y a une division en charge de la médecine traditionnelle qui a été créée. Un chef a été nommé et qui travaille dans ce sens pour organiser ce secteur de médecine traditionnelle. Puisqu'ils ont forcément de la ressource, ils ont des médicaments effectivement. Non, c'est pas ça. Les malades vont vers eux. Les malades vont vers eux, donc les former pour qu'ils puissent savoir leurs limites. Et rediriger les malades. Et pourquoi pas faire des recherches dans leur domaine pour pouvoir améliorer leurs prestations, améliorer les plantes qu'ils utilisent pour traiter les malades. Ça forcément, ça va dans l'intérêt de tout le monde, de la des malades et de nous-mêmes. Bien sûr. Puisque dans le monde, les médicaments, c'est les plantes pour la plupart. Donc forcément, l'Afrique regorgeant de ces plantes-là, médicinales, il faudra qu'on les connaisse et puis qu'on travaille nécessairement avec eux pour pouvoir développer ce domaine qui pourra nous servir. Alors, au chef de la surveillance des maladies non transmissibles, je demandais tantôt, c'est lourd. C'est lourd. Le traitement. C'est lourd le traitement, justement. C'est à la charge des patientes. Justement. C'est en cause de, voilà, je reste chez moi, je suis sûre de ne pas avoir 2 millions. Ah, je suis malade, je fais comment? Je me résigne peut-être à mourir comme ça. C'est pas Justement, ce qui nous revient, c'est de développer la prévention de ces maladies-là non transmissibles, dont le cancer. Les facteurs de risque des cancers sont connus, donc il faudra qu'on sensibilise la population en général sur ces facteurs de risque et surveiller les données sur ces facteurs de risque et alarmer le politique sur ces facteurs et dire voilà, il y a telle chose qui se passe, il faudra qu'on mette en place un protocole, qu'on mette en place des directives à l'endroit des populations pour pouvoir agir sur les cancers qui vont se développer sur ces populations-là. Donc les facteurs, on les connaît, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est le manque d'exercice physique,
c'est l'obésité, c'est le diabète, c'est l'alimentation. En général, tous ces facteurs-là, c'est des facteurs environnementaux également. Donc, ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir. Ce sont des facteurs liés à nos comportements. Donc, si nous agissons sur ces facteurs, on pourra s'attendre à ce que l'incidence de ces cancers-là baisse dans nos pays en général. Maintenant, par rapport à la prise en charge, ces maladies sont à la charge des populations, oui, des familles, des individus en général. Donc, le médicament, on est subventionné, c'est ça? Ah non, Ok. Oui, voilà, Pour les déclarer, ça. Bon, c'est pas de la subvention, ça, c'est la prise en charge pour les personnes déclarées. Oui, justement, Pour je veux rebondir là-dessus. Oui, les assurés, mais c'est pas tout le monde qui est assuré. Il y a des atouts qu'on a Oui. depuis moins de 10 ans. Les fonctionnaires. Les fonctionnaires et leurs ayants droit Oui, ont une assurance maladie et, comme le disait tout à l'heure Dr Adani, il y a une prise en charge qui est offerte avec une participation bien entendu forcément. des individus. C'est l'assurance qui a pu aider Madame Moreau-Sama, par exemple, à prendre en charge son traitement. C'est ça, vous étiez assurée? Mon mari avait une assurance et c'est avec cette assurance-là que je m'étais Que vous avez pu rapidement... Même maintenant, pour le dire franchement, je suis sous les hormones. Je suis sous un produit au nom de tamoxifène que INAM prend en charge jusqu'à 80%. Ok, également. Oui. Ok, super. Et donc, ce sont des avancées. Oui, Donc, pour une certaine catégorie de la population. Maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez... exclu actuellement que l'idée est en route et le travail se fait sur une éventuelle couverture sanitaire universelle. Et donc, c'est en cours. Nous pouvons espérer que ça vienne. Et ça fait partie des espoirs. Des espoirs dont vous avez parlé. Et en attendant que ça vienne, ok, puisqu'on espère ça, on ne va pas espérer une certaine subvention de ces médicaments pour que le coût se baisse. Tout comme, voilà, on a pu sauver les femmes de la mortalité maternelle avec la Karma, avec la césarienne qui est gratuite aujourd'hui, offerte dans les structures. Il y a du travail qui est en train d'être fait. Ça ne peut pas venir comme ça. C'est clair. Il faudra qu'on connaisse l'ampleur du problème, le nombre de cas de cancer, les types de cancer, mettre en place, comme c'est dit tout à l'heure, tout le système. C'est le boulot de l'Institut, ça? De nous tous. Ok, mais elle attend quoi pour travailler? La directrice de l'Institut attend quoi pour travailler? Ah ouais, chacun doit travailler pour que l'Institut soit mis en place effectivement et que ça travaille. L'appel est lancé, c'est tout, le monde qui doit collaborer. Quelqu'un me dit que l'immunothérapie aurait été expérimentée pour guérir le président Jimmy Carter des États-Unis. Est-ce que c'est pratiqué au Togo? C'est quoi déjà cette affaire-là, madame la cancérologue? C'est quoi l'immunothérapie? L'immunothérapie, c'est le traitement qui consiste à stimuler le système immunitaire du malade. Avec des médicaments toujours? Il y a deux façons de procéder. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de traitements que nous avons pour les cancers. La plupart de ces traitements, on amène plutôt des médicaments qui viennent lutter contre la maladie. Dans notre organisme, nous avons un système d'immunosurveillance. Et chaque jour que le Seigneur fait, nous avons des cellules qui deviennent malades. Soit parce qu'elles sont endommagées, par les rayons ultraviolets, par tout ce que nous faisons de façon toxique, avec les risques que le professeur vient de citer. L'alcool, le tabac, la mauvaise alimentation, trop d'huile, trop de gras, trop de sel, trop de sucre, etc. Oui. Et tout ça contribue à rendre les cellules plus ou moins endommagées. Donc ce système-là veille à ce que lorsqu'il y a une cellule qui est malade ou endommagée, elle soit détruite. Mais parfois, il y a des cellules qui sont endommagées et qui échappent au contrôle du système. Et donc, ces cellules-là sont appelées à grandir et ça devient une tumeur. Donc, c'est des cellules handicapées dans le corps et qui grandissent avec le handicap. Et c'est de là que vient le cancer, en fait. Donc, l'idée de l'immunothérapie, c'est de faire en sorte que ce système immunitaire combatte les cellules qui sont malades. On le restaure, en fait. Et on a plusieurs façons de le restaurer. Il y a la vaccination, par exemple, qui est une façon de faire l'immunothérapie. Il y a des médicaments qu'on prend pour stimuler le système.
Donc aujourd'hui, l'immunothérapie, c'est la vogue. Bon, c'est les nouvelles innovations thérapeutiques que nous avons eues en matière de cancer. Au Togo, déjà, à part la vaccination pour les autres maladies, tout ça, est-ce que l'immunothérapie sur le terrain du cancer, est-ce qu'on explore déjà ou bien c'est trop nouveau pour nous? Non, c'est des médicaments qui existent. Il y avait déjà les vieilles immunothérapies comme l'interféron que vous pourrez retrouver en pharmacie. Chez nous ici. Tout le monde peut prendre? Oui. Ça dépend de votre maladie. Ok. Et bon, maintenant, il y a de nouvelles immunothérapies et c'est ça qui est la nouveauté dont on parle depuis un certain temps. Et ça marche? Ça marche effroyablement. Et ah oui, elle me dit ça marche effroyablement. Ça, c'est super. Ah oui, c'est cool. C'est notre espoir pour améliorer vraiment la prise en charge des malades. Sauf que pour le moment, c'est horriblement cher aussi. C'est clair. Et donc, bon, ça marche effroyablement et c'est horriblement cher. Ça va de soi. Oui. Donc, on a la possibilité de faire l'immunothérapie à Lomé pour peu qu'on ait les moyens d'avoir le médicament. C'est ça. Donc, on peut le faire à Lomé. Et ce qui nous reste, comme vous l'avez dit, vu que la prise en charge, elle est très chère et on n'a pas fini d'en parler, c'est la prévention toujours qui reste. Et forcément, la société civile active sur le domaine ne fait que vous rappeler tout le temps qu'il faut nous faire ci, qu'il faut nous faire ça, parce que ces gens qui sont très souvent en contact avec les malades et qui partagent, je vais dire, la misère des malades et toute la difficulté qu'ont les femmes de peut-être ne pas pouvoir se soigner entièrement ici. On parle de la radiothérapie qu'on n'a pas sous nos yeux, la chimie, oui, mais apparemment à une étape du traitement, il faut, pour certains cas de cancer, passer à la radiothérapie qu'on n'a pas au Togo. Madame, la radio est en route. Ça a pris quelle route? Oui. Qui est d'actualité au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pourquoi est-ce que quand on a des institutionnels, ils vous rassurent toujours? Ils font la langue de bois. Non, et le ministre de la Santé nous convoque à chaque fois les parties prenantes pour en discuter. Non seulement par rapport au coût ou bien non, pas par rapport au coût, à ce projet-là de la mise en place aussi compliqué de la radiothérapie. C'est pas si compliqué, mais il faut des préalables. Et comme quoi, le Togo a commencé par poser les pas. La loi sur le nucléaire, là. La loi qui est passée en Conseil des ministres, qui va passer au Parlement, et puis un décret pourra être pris pour que l'encadrement même là soit juridique, soit là pour permettre au Togo de mettre en place des unités de radiothérapie. Alors c'est la loi aujourd'hui qui est la prochaine étape, l'étape à franchir avant l'installation. Si c'est le texte, c'est le mot, se dit que c'est pas aussi compliqué que ça. C'est passé en Conseil des ministres déjà. Oui, pendant ce temps, les projets sont en cours. On ne va pas attendre. Les projets sont en cours. Oui, ça va de peur. Hein. Oui. Donc d'ici, quand vous faites le lobby, vous leur rappelez tout le temps aux députés qu'il y a une loi qui est sur votre table, sur la radio, voilà, loi nucléaire, parce que les femmes au Togo, elles vont au-delà des frontières et c'est compliqué de faire la radio. Les députés sont en train de nous regarder, de nous écouter. Oui, bon, on va leur dire, mais est-ce que vous... Monsieur Stéphane Awiti, c'est une question sur laquelle vous insistez beaucoup à chaque fois que l'on vous reçoit. Je lui dis tout ce que nous voulons, c'est qu'ils puissent avoir les moyens nécessaires pour que les femmes puissent se soigner et regagner leur famille. Je veux rebondir un tout petit peu sur notre sœur Bella qui avait dit qu'elle avait fait un traitement avec un coût de 2 millions aux environs. Moi, j'ai reçu une dame cet après-midi qui a fait un traitement qui coûtait plus de 5 millions. Ce qui veut dire qu'au-delà de 2 millions, les gens ont fait plus que ça. Oui, et si nous parlons de l'INAM aujourd'hui, quels sont ceux qui bénéficient de l'INAM? Nous allons aller tout doucement vers la couverture sanitaire universelle. Et en attendant qu'on aille vers la couverture sanitaire universelle, les pauvres femmes qui n'ont rien fait, qui meurent de cancer du sein, on va les laisser dans leur coin là-bas mourir. Elles ne sont pas des Togolaises. Elles sont des Togolaises. Elles doivent bénéficier de tout le soutien des Togolais. Et moi, aujourd'hui, je défends ça à
cœur est agréé. Le jour où j'aurai tout ça là, je vais dormir en paix. Non, dormir en paix, c'est pas bien. Si nous parlons de la bonne nouvelle de la radiothérapie, je pense que nous prions Dieu tous pour que cette radiothérapie puisse vraiment être effective. On dit que c'est en route, que ça a pris la route. Je t'ai déjà dit que je suis Saint Thomas. Saint Thomas, il faut que ça arrive. Et que les femmes on va toucher. Parce que le drame que vivent les femmes, au Ghana, je vous dis que c'est pas. Au Ghana, au Mali. Oui, mais proche de nous, c'est le Ghana que la plupart de ces femmes y vont. Je voudrais juste dire, M. Amiti, que si sa lutte va s'arrêter le jour où on aura toutes les structures en place. Non, il dit qu'il va dormir. Il va bientôt prendre sa retraite. Je ne l'ai pas dit. Ah ouais, il paraît que c'est très proche que... Mais je vais dormir mieux. Non, sérieux, rassurez-nous que c'est proche. Je vais dormir mieux. Mais on sera parce plus que rassurés la plainte que je reçois sur mon bureau, les femmes qui viennent chez nous au bureau, les femmes qui nous appellent en longueur de journée, vous croyez qu'on peut endosser ça, on peut vivre ça facilement, dormir? Non. Mais quand je vois les gens sourire, je veux que tout le monde sourie. Il faut que tout le monde sourie en même temps. Il ne faut pas que certaines personnes pleurent et que d'autres personnes vivent leur vie. C'est la vie malheureusement, mais bon, on va... Madame Bella, vous avez, on peut le dire, vous avez la vie sauve aujourd'hui. Comme je l'ai dit avant, grâce à la solidarité des uns et des autres, vous avez mobilisé des fonds. Vous êtes mise à nu, vous avez montré votre sein, vous avez fait une vidéo qui a circulé sur WhatsApp, envoyé un message poignant que voici votre cas, eh bien, il faut que, et les gens se sont mobilisés pour vous. Est-ce que les Togolais ici au Togo, dans les 56 600 km², un peu bouffés par la mer aussi, est-ce qu'ils se sont mobilisés autant? Parce que en préparant, vous m'avez dit que c'était beaucoup plus la diaspora quand même qui a réagi. Oui, il y a beaucoup de diaspora, mais il y a les Togolais aussi qui sont mobilisés aussi. Ils m'ont appelé, ils m'ont fait des timonis, ils m'ont envoyé de l'argent pour que vous puissiez vous soigner. Et votre présence sur le plateau aujourd'hui, vous avez dit que ce serait pour leur passer aussi un message de gratitude, pour leur passer un mot, oui, rapidement. Je voulais les remercier et je voulais dire aux autres femmes qui ont suivi la maladie qu'il ne faut pas qu'ils cachent la maladie. Le cancer, ça ne tue pas. Si tu as caché ça, tu vas mourir. C'est ça. Quand moi aussi, on m'avait dit que c'est le cancer, premièrement, j'avais eu peur. Mais j'ai dit à mon Dieu que si cette maladie tue les gens, moi, je ne vais pas mourir. Il faut qu'il m'aide pour que je sois sauvée et je fais un témoignage vivant pour mon Dieu. Pour la gloire de son nom. Pour les chrétiens, pour les croyants. Les chrétiens, pour les croyants. Je remercie la diaspora et les Togolais qui m'ont soutenu financièrement, moralement. En priant, ils ont fait beaucoup pour moi. Super. C'est ça qui a fait que je suis sauvée. Vous êtes en vie aujourd'hui. C'est ça qui a fait que je suis sauvée. Tout le monde n'a pas votre chance, tout le monde n'a pas votre courage de s'exposer sur les réseaux, de demander de l'argent. Voilà. Ce qui nous reste, c'est la prévention, comme l'a dit le professeur, l'autopalpation des seins, participer activement quand les campagnes Octobre Rose se font et que le dépistage est fait à coût réduit. Et par rapport à l'autopalpation des seins, oui, les femmes peuvent le faire, mais on conseille aussi aux hommes de les aider à le faire. Et on a promené nos micros dans la rue pour demander aux femmes à quand remonte effectivement leur dernière palpation de sein, leur autopalpation. Et puis on a demandé aux hommes également à quand remonte la dernière fois qu'ils ont aidé leurs femmes à chercher quelque chose dans leur sein. On va suivre le sujet et on revient juste derrière pour finir l'émission. Oui, j'ai palpé mes seins il y a de cela une semaine déjà. Je le fais d'habitude parce que depuis que j'étais en 4e, on nous avait conseillé de le faire. Tu te mets sur le dos, tu te palpes les seins de côté et voir s'il y a un boule dedans. S'il y a un boule dedans, ce qui veut dire qu'il faut aller directement consulter un médecin. Mais même après ça, comme moi-même je le fais, mais à chaque 3 mois, je consulte un médecin qui me conseille. C'est un moment que je me suis palpée et touché les seins, mais je sais que le fait de toucher et de palper ces seins prévient contre le cancer du sein. Donc j'invite toutes les femmes à souvent palper leurs seins, à les toucher pour éviter le risque du cancer du sein.
Bon, palper le sein de mon conjoint, bon, je ne l'ai pas essayé, mais je pense que c'est une bonne chose. Et pour surtout les femmes mariées, parce que ça permet de les prévenir s'ils ont un cancer. Et j'exhorte les femmes mariées à le faire pour essayer de savoir s'ils ont un cancer ou pas. En fait, c'est quelque chose qui aide les jeunes. Donc quand on dit, quand on est en train de mettre l'accent sur ça, je crois que c'est une bonne chose. Donc je crois aussi que dorénavant pour moi aussi j'ai appris déjà une bonne chose de pouvoir adopter cette tactique-là, de pouvoir peut-être servir. La qualité du dernier intervenant, mais de tout ce qui s'y est passé, on se dit qu'on le sait, mais on ne le fait pas toujours. Il y a une dame qui a dit, je l'ai fait il y a un moment, je sais que ça peut... Alors que la régularité joue beaucoup en la chose. Il y a les hommes qui savent aussi qu'il faut que les femmes palpent leur sein et puis commettent la gaffe de dire les femmes mariées, c'est toutes les femmes qui sont concernées, qu'elles soient mariées ou pas. La cancérologue va nous rappeler un peu toutes ces dispositions on doit prendre, que chacun doit prendre à son niveau, genre l'autopalpation, voilà. Oui, la prévention passe effectivement par ce que nous appelons en réalité l'examen physique des seins. Puisque l'examen doit se faire par la femme elle-même, par le conjoint, comme certains viennent de le dire, et puis par le médecin. Et c'est pour ça que les gens ont rappelé ici que même lorsque vous n'êtes pas malade, il faut aller à l'hôpital au moins une fois par an pour être examiné. C'est des choses qui doivent rentrer dans notre quotidien. Il ne faut pas forcément attendre la maladie pour aller chercher à voir si on est en bonne santé. Parfois, le simple fait d'aller à l'hôpital nous fait découvrir des choses. Et nous avons compris que la meilleure façon de traiter le cancer, c'est de le trouver tôt. Très tôt. Allez, on a une photo, on a une planche, si on peut la voir, une planche illustrative des seins, des différentes manifestations du cancer, différentes déformations du sein qui peuvent alerter. Voilà. Il y en a une qui ne va pas bien se faire voir. Ça a été représenté par des citrons. Madame Urosama, c'est votre association qui a initié cette planche pour sensibiliser les femmes. Expliquez-nous un peu, dites-nous ce qu'on voit là-dessus. Merci Lys. Cette planche que vous venez de voir contenant des citrons. On a matérialisé les citrons, c'est comme si c'était des seins. On ne pouvait pas mettre les seins, c'est pourquoi on a mis les citrons. Donc ces citrons représentent les seins. Et ces seins, ou du moins ces citrons que vous voyez, sont des signes. Ces citrons sont des signes du cancer. Alors le premier citron, on dit quoi? Une masse épaisse. Le premier citron, on dit, donc comme vous venez de le dire, par rapport à la prévention, c'est notre instrument phare de travail. Lorsque nous allons sensibiliser les femmes par rapport au cancer du sein, nous les mobilisons, nous les réconfortons aussi, parce qu'il nous arrive de les accompagner même dans les salles de chimiothérapie pour leur amener notre Alors, revenons à l'image rapidement. Voilà. Donc ici, nous avons 12 signes. Oui. Et ces signes-là, c'est les signes d'un cancer du sein qui a été mis en place par une Américaine au nom de Corinne Beaumont. Le premier citron, c'est écrit masse épaisse. Masse épaisse, oui. Donc lorsque vous tâtez, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est dur là-bas. La deuxième, c'est une fossette. Fossette, c'est quoi? C'est que la chair du sein, c'est un peu rentré dedans, comme au niveau des joues là. Le troisième, c'est un croûte du mamelon. Ce croûte-là, comment ça s'explique? C'est que vous avez tendance à avoir une plaie qui se cicatrise, mais qui ne se cicatrise pas, mais de temps en temps, vous enlevez toujours quelque chose, mais qui revient. Qui revient tout le temps. Tout le temps, et vous l'enlevez. Oui. Maintenant, le quatrième, c'est écrit rouge ou chaud. Ça veut dire que quel que soit votre teint, vous allez remarquer qu'il y aura encore une certaine rougeur. Ou carrément, le sein a une autre température que l'autre. Vous allez remarquer une différence de température. Entre les deux seins. Oui. Le cinquième, c'est un liquide inhabituel. Vous n'allaitez pas, mais un matin, vous trouvez du lait, du sang, même un liquide clair, c'est alertant. Il faut consulter. Le dernier à droite, c'est une lésion ou bien une plaie. Vous vous levez le matin, vous trouvez une plaie sur votre sein. Il est très important de consulter.
Le suivant, c'est une bosse, c'est une élévation de la peau du sein. Ce n'est pas un abcès, mais vous trouvez que c'est une petite bosse, souvent qui n'est pas douloureuse. Mais ça fait aussi partie des signes de cancer. Celui qui le suit, c'est une veine qui apparaît. Vous êtes là et vous voyez que sur votre sein, il y a certaines femmes qui ont des veines. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais là, vous allez trouver que cette veine-là est beaucoup plus visible que les autres que vous avez d'habitude. Donc, c'est alarmant. Le suivant, c'est le mamelon qui s'enfonce dans le sein. Le mamelon est appelé à être comme ça, mais malheureusement, le mamelon s'enfonce. Il est à l'intérieur. Oui. L'autre, c'est la taille du sein. Le sein devient plus lourd, il prend certaines fois d'un côté ou de l'autre. Comme la photo qu'on a vue en début d'émission. Voilà. Et l'avant-dernier, là, c'est peau d'orange. Vous allez trouver au niveau du sein une peau qui n'est pas aussi normale que les autres, comme la peau d'orange. Oui. Le dernier, c'est une grosseur dure. Bon, c'est ce que chacun cherche très souvent, la boule. C'est la boule seulement qu'on cherche et on occulte les 11 autres. En parlant de la palpation. Et à Femmes sans cancer, nous ne parlons pas seulement de la palpation, mais nous parlons de l'auto-examen des seins. L'auto-examen des seins, c'est quoi? C'est et l'observation et la palpation. Donc, ce que je vais dire aux femmes ce soir, c'est de connaître ses seins. Nous disons à Femmes sans cancer de connaître tes citrons. Connais-tu tes citrons? Il va falloir que chaque femme connaisse bien ses seins. Voilà pourquoi lorsqu'il y aura un petit changement, vous allez le remarquer. Lorsque vous observez quelque chose chaque jour, lorsqu'un changement arrive, vous allez le remarquer. On remarque ça très rapidement. Donc c'est avec cette planche-là que nous montrons tous les signes possibles aux femmes. Merci madame. Et toutes les femmes qui ont fait le cancer s'y retrouvent. Forcément. Toutes les femmes. Madame, vous avez retrouvé quoi? Si madame regarde, c'était quoi votre cas? On finit rapidement. Le 11e. Le 11e, c'est la boule, la masse. Moi, c'était une fossette. C'était la fossette que je traînais depuis les 15 ans dont je venais. Donc il y avait les fossettes comme ça. Oui, donc les praticiens n'étaient pas informés non plus pour savoir. Allez, on va finir l'émission. Merci au professeur d'être passé, professeur et madame docteur Adani Fait du ministère de la Santé, directrice de l'Institut, qui a vu le jour sur papier, qui va voir le jour physiquement, et docteur qui nous promet que la radiothérapie est en route. Je ne sais pas si c'est après un bateau, un avion ou quelle route, mais que ça vient bientôt. Vivement que ça vienne. Vivement que ça arrive. Déjà, on saura, quand les députés auront voté cette loi, déjà on saura que quelque chose approche. Mais tant qu'on n'a pas cette loi, on sera toujours là à vous dire il n'y a rien qui est fait pour la radiothérapie, puisqu'on attend de voir pour accepter. Monsieur Stéphane Awiti, un mot pour finir rapidement? Non, un mot, le cancer n'arrive pas qu'aux autres. Il faudrait que tout le monde s'engage dans cette lutte. C'est une lutte d'ensemble. Il faut que nous tous, nous arrivions à jouer notre partition pour que cette lutte soit vraiment efficace et efficiente. C'est très important. C'est ça. Et il ne faudrait pas que les gens croient que les autres qui ont le cancer, ils ont péché. Non. Et il faudrait témoigner la solidarité. C'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'on peut... Peut-être mettre en place un fonds national de solidarité pour les malades du cancer. Je pense qu'en attendant que ça devienne gratuit, comme Dakar, Sénégal, en attendant, je pense que on peut mettre en place un fonds comme ça. On peut faire quelque chose. Oui, parce que c'est vrai qu'au Sénégal, la prise en charge est prise par l'État, que c'est gratuit, etc. Pour le cancer du sein et du col de l'utérus. Mais les autres formes de cancer, c'est à 60%. Voilà, c'est quand même quelque chose. Je pense que ce n'est pas des pays qui sont très loin de chez nous. Professeur Bello, ça va venir, non? C'est en route aussi. Merci Bella d'être passé. Beaucoup de courage à vous. On finit l'émission comme ça. Un mot pour finir, vous également. Je remercie les spectateurs du plateau. Et je remercie tous les amis, tous les camarades qui ont le cancer du sein, de ne pas avoir peur, de toujours lutter, de toujours prier. La persévérance. C'est ça. Que ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup. Merci. Et madame, l'apothéose pour la célébration, c'est le 26 octobre prochain. Dites-nous rapidement en 5 secondes. Oui, Femmes sans cancer organise l'apothéose du mois d'octobre rose à la maison de la sage-femme le 26 octobre. La maison de la sage-femme est non loin de l'hôpital Louis Commune.
Le micro, vous ne l'avez pas, le message ne passe pas, vous avez préféré rapidement. Oui, l'apothéose avec Femmes sans cancer, c'est le 26 octobre à la maison de la sage-femme, non loin de l'hôpital Lomé commune. Et ça va commencer avec des sensibilisations en langue française et en langue locale, notamment en Névé, en Kabia et en Kotokoli, pour pouvoir informer beaucoup de femmes. Donc ce foulard-là, l'entrée à la maison de la sage-femme, après une grande caravane qui sera colorée en rose, est conditionnée par ce foulard-là qui n'est qu'à 500 francs. Super. L'année passée, c'était 1500. Cette année, nous avons eu des sponsors que nous remercions vivant au passage. Ils ont sponsorisé le tissu est revenu à 500 francs. Merci, madame. Merci beaucoup. Et le mois Octobre Rose qui se poursuit dans des cliniques avec des dépistages à coût réduit. Clinique Alpia, Stéphane Awiti, rapidement. Docteur Akebro, clinique Hôtel des Lits et Polyclinique Rostino et Bousbo, et clinique Le Printemps, Source de vie également, et l'hôpital et préfectorat d'Anéron. Il y a d'autres cliniques qui nous appellent. On est en cours. Je pense que ça prend de l'ampleur. Je pense que c'est une bonne chose. Super. Allez, les femmes, auto-examinez-vous, les hommes, aidez-les à s'auto-examiner et saisissez l'occasion de cette campagne régulière chaque année au courant mois octobre pour aller vous faire examiner, voilà, faire la mammographie à un tiers du prix normal. Voilà. Super. Merci d'être passé. Le message, on vous l'a passé ce soir encore. L'action est à nous tous. Pas qu'à l'autorité publique, pas qu'à la société civile, mais à tous, aussi bien malades que sains, visibles, sains apparents. Voilà, engageons-nous pour lutter contre le cancer du sein. On est tous invités à prendre soin de nous-mêmes. Merci d'avoir suivi l'émission aujourd'hui. Rediffusion mardi à 9h30 du matin. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.